Bonjour Louis Gonzague. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation à ce séminaire en ligne sur les PPP. Pour commencer, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter? Bonjour Justine. Je travaille pour la mission d'appui au financement des infrastructures, appelée Fininfra, depuis septembre 2016. J'ai travaillé auparavant pendant 10 ans chez PricewaterhouseCoopers à Paris, dans le département financement de projet, dans lequel j'avais en charge l'activité de conseil auprès du secteur public. À ce titre, j'ai conseillé et accompagné l'État et des collectivités locales dans la structuration financière de leurs projets d'infrastructures, aussi bien pour des infrastructures lourdes, comme les routes ou le rail, que pour des infrastructures sociales, comme des hôpitaux, des prisons, des écoles ou encore des universités, mais aussi pour des infrastructures dans le secteur des sports et loisirs, comme des arénas ou certains stades aussi de football dans le cadre de l'Euro 2016. Merci Louis Gonzague. Vous n'êtes donc pas un novice en matière de PPP, loin de là. Pouvez-vous nous présenter l'organisme public dans lequel vous œuvrez dorénavant, Fininfra? Alors Fininfra a été créé par décret en avril 2016. C'est un service à compétence nationale rattaché directement à la direction du Trésor, au service de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, pour la structuration juridique et financière de leurs projets d'investissement. C'est une petite mission, composée aujourd'hui de 8 personnes, couvrant les expertises juridiques, financières et de maîtrise d'ouvrage. La moitié de l'équipe est issue de la fonction publique, l'autre moitié vient du secteur privé, en l'occurrence de la banque et du conseil pour les profils financiers, et d'un cabinet d'avocats et d'un constructeur pour les profils juridiques, avec plutôt une dominante en droit public des affaires. Le principe était en effet d'intégrer en partie au sein de la mission des compétences et des profils que l'État n'avait pas en interne. Fininfra s'est donc substitué en 2016 à la MAP, qui était donc la mission d'appui au partenariat public-privé. Donc précisons que la MAP est l'ancien organisme au sein du ministère des Finances en charge de la promotion des contrats de partenariat et en charge de rendre des avis sur les évaluations préalables. Oui, tout à fait, Justine. Alors, à noter que Fininfra n'a pas dans ses prérogatives la promotion d'un outil de la commande publique, en l'occurrence le marché de partenariat. De ce point de vue, Fininfra est totalement agnostique vis-à-vis des différents outils de la commande publique. Ah oui, c'est un point intéressant car ce double rôle de la MAP avait été critiqué à l'époque, en ce sens qu'elle était considérée à la fois comme juge et partie. Et quelles sont les principales missions de Fininfra? Alors, Fininfra a deux grandes missions. La première est une mission de conseil et d'expertise auprès des porteurs publics de projets. La seconde mission est celle fixée en application de l'ordonnance marché public qui prévoit que Fininfra est l'organisme expert obligatoirement saisi pour avis dans le cadre d'un projet qu'une autorité publique souhaite lancer en marché de partenariat. Donc, Fininfra se prononce sur l'évaluation du mode de réalisation du projet qui est remis dans le cadre de cette saisine. Donc, l'État, les collectivités territoriales, leur établissement public, mais aussi les acheteurs dits autorisés au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015, doivent donc obligatoirement faire cette démarche avant de lancer un marché de partenariat. Ah oui, c'est à souligner car auparavant, la saisine de la MAP par les collectivités territoriales était facultative. Oui, en effet. Alors, il faut toutefois préciser que si cette saisine est obligatoire au sens des textes, l'avis de Fininfra ne demeure que consultatif, notamment pour les collectivités locales. Donc, un avis réservé de Fininfra ne serait en soi pas bloquant pour lancer une procédure en marché de partenariat, mais fragiliserait de fait la procédure en cas de recours devant un juge. Oui, je comprends. Et pensez-vous que la réforme des PPP a été bénéfique ou au contraire néfaste pour ces contrats? Alors, la réponse est difficile. D'un côté, la réforme a apporté en lisibilité avec la création du marché de partenariat, donc regroupant en son sein plusieurs outils de la commande publique, notamment les AOT, les BEA, les contrats de partenariat. D'un autre côté, si on a une lecture stricte à travers le nombre d'évaluations préalables des modes de réalisation remis pour avis à Fininfra depuis 2016, force est de constater que la réforme, si elle n'est pas néfaste, elle n'a en tout cas pas encouragé les porteurs publics de projets à davantage recourir au marché de partenariat. Oui, d'ailleurs, pouvez-vous peut-être nous donner quelques chiffres? Oui, alors, depuis début 2016, Fininfra a remis une bonne vingtaine d'avis portant sur des projets en marché de partenariat. À titre de comparaison, la MAP remettait en moyenne une trentaine d'avis par an sur la période 2009-2012, avec un pic à 45 en 2012,
alors même que les collectivités territoriales n'avaient pas l'obligation de saisir l'organisme expert, même si, dans les faits, la plupart d'entre elles le faisaient. Le chiffre actuel d'une douzaine d'avis par an est en réalité dans la continuité de ce qui est observé depuis 2014. Ces chiffres traduisent donc une certaine défiance des personnes publiques vis-à-vis des PPP. Quelles en sont, selon vous, les raisons ? Je ne sais pas s'il faut parler de défiance, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a en tout cas une certaine réserve des personnes publiques vis-à-vis de cet outil, au-delà même de la mauvaise presse ou des critiques idéologiques dont les PPP ont fait l'objet. Cet intérêt limité pour l'outil a, selon moi, deux causes principales. Alors, la première est que la boîte à outils de l'ordonnance de 2015 a introduit un nouveau marché, qui est le marché public global de performance. Ce marché associant au sein d'un même contrat la conception, la construction et l'exploitation d'un ouvrage est une vraie alternative au marché de partenariat, car il est libre d'accès, il présente à la fois les avantages attendus d'un contrat global, respect des coûts, respect des délais et des performances, en transférant notamment les principales missions de maîtrise d'ouvrage au groupement lauréat, notamment dans un contexte d'appauvrissement de la capacité de maîtrise d'ouvrage des collectivités. Mais aussi, il apporte dans le même temps une réponse à la critique du surcoût du financement privé en sortant la composante financement du périmètre du contrat. Parmi les collectivités qui nous consultent en amont de leur projet, on constate que cet outil suscite un vrai intérêt, mais même s'il nous est aujourd'hui difficile de le quantifier, eu égard évidemment à sa jeunesse. La seconde est que s'il est vrai que le marché de partenariat est un marché public certes dérogatoire au sens de l'ordonnance, les étapes préalables obligatoires et spécifiques pour accéder à cet outil de la commande publique, que sont la réalisation de l'étude préalable d'une part et l'étude de soutenabilité budgétaire d'autre part, ne participent pas à l'attractivité de l'outil, alors même que tous les autres outils de la commande publique sont exonérés de ces études. Il y a donc une asymétrie dans l'accès aux outils de la commande publique qu'il conviendrait d'atténuer ou de corriger si l'on souhaite permettre un accès plus simple au marché de partenariat. Il y a malgré tout en France un besoin d'investissement privé dans les infrastructures publiques, notamment au regard de la situation des finances publiques. Quel type d'instruments juridiques sont donc aujourd'hui privilégiés par les personnes publiques pour recourir à l'investissement privé ? Alors, le schéma à financement privé qui connaît aujourd'hui un essor assez visible est la concession de travaux et de services. C'est notamment le cas dans le secteur des centres aquatiques, pour lequel il y a depuis quelques années beaucoup d'investissements du fait d'un important parc de piscines à renouveler, mais aussi dans le secteur du très haut débit, ou encore même, et plus surprenant d'ailleurs, dans le secteur universitaire sur des objets marchands, tels que les résidences étudiantes ou les pépinières d'entreprise. Alors les motivations pour recourir à la concession sont souvent différentes. Dans le secteur des centres aquatiques, qui sont des ouvrages structurellement déficitaires et donc très subventionnés, les collectivités territoriales privilégient la concession au marché de partenariat, d'une part du fait que la concession est mieux connue et mieux maîtrisée par les services des collectivités, et d'autre part pour sa plus grande flexibilité. Un libre accès à l'outil, une plus grande flexibilité dans la procédure, avec un arrêt de la négociation à la main du pouvoir adjudicateur. Néanmoins, le paradoxe, c'est que les industriels et les prêteurs présents sur le marché des centres aquatiques ne sont pas non plus prêts à prendre un risque concessif sur ce type d'ouvrage, du fait d'un modèle non rentable. De ce fait, on observe que les contrats de concession sont aujourd'hui structurés comme des marchés de partenariat dans leur version concessive, c'est-à-dire celle utilisée par exemple pour la construction des stades dans le cadre de l'Euro 2016 de football, avec en l'occurrence le versement d'une subvention d'investissement en période de construction et d'une subvention forfaitaire d'équilibre en période d'exploitation, couvrant à la fois dans une première composante l'investissement et le GER financé par le partenaire, et dans une seconde composante la couverture du déficit d'exploitation sur la base du plan d'affaires prévisionnel de l'opérateur. Les subventions d'exploitation versées sont donc en réalité assimilables à un loyer versé dans le cadre d'un PPP. Oui, je vois. On peut d'ailleurs s'interroger sur la légalité de ce type de montage. Je pense que vous visez dans votre question le risque de requalification, oui. Mais je ne ferai pas plus de commentaires, je crois que ce n'est pas l'objet. Dans le secteur universitaire, pour reprendre la question, c'est plutôt l'impossibilité pour un établissement public de recourir directement à un marché de partenariat qui pousse les universités à regarder d'autres montages pour réaliser ces opérations, et notamment la concession, dès lors qu'on est sur des objets marchands. Pour ces projets, la question centrale et préalable au recours à un schéma en concession est le risque d'exploitation transféré au concessionnaire,
alors même que l'on est souvent en présence d'ouvrages ayant une clientèle captive, avec par conséquent un risque d'exploitation assez faible. Pour conclure, sur ce point, notre impression est que l'on assiste en réalité aujourd'hui à une convergence des modèles et qu'il serait un jour sûrement utile d'harmoniser tous ces schémas autour d'un seul et même contrat global qui pourrait être paramétrable en fonction du projet et ou du porteur de projet. Oui, c'est en effet une évolution nécessaire pour encourager et sécuriser les investissements privés dans les projets publics. Mais outre cette évolution globale, est-il possible d'envisager des évolutions marginales du marché de partenariat qui permettraient de le remettre au goût du jour? Oui, alors je crois qu'il faut tout d'abord rappeler que la réforme a permis d'apporter davantage de lisibilité en regroupant sous le même outil le marché de partenariat, un certain nombre de montages utilisés précédemment. Toutefois, comme je l'évoquais précédemment, il est vrai que la réforme n'a pas pour le moment eu les effets attendus sur les PPP et sur le nombre de projets initiés. Néanmoins, quelques évolutions pourraient permettre d'instaurer une dynamique. Alors, la première que l'on voit, c'est l'ajustement des demandes concernant l'évaluation préalable des modes de réalisation. Il est légitime de s'interroger s'il est opportun de demander le même rendu pour un projet à 5 millions d'euros d'investissement que pour un projet à 500 millions d'euros d'investissement. Le poids des études préalables et les délais supplémentaires qu'elles engendrent sont clairement visés par certains porteurs de projets comme un frein au recours au marché de partenariat. La seconde, c'est de favoriser la possibilité de recourir à des PPP dits de construction, c'est-à-dire un PPP d'une durée courte, avec avant tout la recherche d'un transfert de maîtrise d'ouvrage et l'assurance d'un ouvrage livré dans les délais et au coût. Cette approche est un peu contraire, il est vrai, à la logique de gestion patrimoniale de long terme, attendue dans les PPP, mais elle répond à une double demande des porteurs de projets qui est d'une part l'atteinte de la performance de construction, tout en laissant aux collectivités une liberté pour l'exploitation de leur ouvrage, et d'autre part, une optimisation du coût du financement du projet. Très bien. Et peut-être pouvez-vous nous donner des illustrations des derniers types de PPP sur lesquels Fininfra s'est prononcé? Alors oui, tout à fait. Alors, le projet type aujourd'hui qui nous est soumis est plutôt un projet bâtimentaire porté par une collectivité d'un montant inférieur à 25 millions d'euros. Il y a encore également quelques projets de rénovation d'éclairage public qui ont représenté d'ailleurs près de la moitié des contrats de partenariat lancés entre 2005 et 2015. La principale motivation pour recourir à ce type de contrat est le transfert de maîtrise d'ouvrage à un opérateur privé. En effet, force est de constater qu'au regard du nombre d'opérations d'investissement limitées menées par la plupart des collectivités, ces dernières préfèrent aller chercher la compétence d'un maître d'ouvrage privé plutôt que d'investir ou de reconstituer une capacité de maîtrise d'ouvrage. Si l'on assiste à cette tendance depuis plusieurs années, à travers notamment le développement des mandats de maîtrise d'ouvrage délégués confiés à des bureaux d'études techniques, les personnes publiques cherchent à travers ces contrats globaux, au-delà d'une substitution aux tâches de maîtrise d'ouvrage qui leur incombent, un transfert des risques inhérents à cette maîtrise d'ouvrage afin de se prémunir contre une dérive des coûts et une dérive des délais. Très bien, mais existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles les personnes publiques choisissent le marché de partenariat plutôt que d'autres formules juridiques? Oui, bien sûr. Alors, l'autre grande motivation qui fait souvent pencher la balance en faveur du marché de partenariat, c'est l'adossement économique du projet à une valorisation immobilière ou foncière prévue dans le cadre du contrat. Alors, soit dans le cadre d'une cession de charges foncières, soit avec la mise en place de baux d'une durée supérieure à la durée du marché de partenariat, afin de laisser le temps nécessaire à un investisseur pour rentabiliser son investissement. Le principe est que le produit de valorisation obtenu vienne directement compenser le coût du projet et in fine diminuer le niveau du loyer payé par la personne publique. Alors, aujourd'hui, cette valorisation n'est d'ailleurs expressément prévue par les textes que dans le cadre d'un marché de partenariat. Enfin, il reste l'épineuse question du paiement différé. Alors, même si les textes précisent que la recherche d'un paiement différé ne peut à elle seule motiver le recours à un marché de partenariat, il est vrai que dans plusieurs dossiers, cet accès au paiement différé est également une motivation pour le porteur de projet, même si cela n'est jamais exprimé de manière directe. Alors, Fininfra, on cherche évidemment à éviter que le marché de partenariat soit la panacée des collectivités exemptes financièrement, d'autant plus que ces collectivités risquent fort de se heurter à un avis négatif de la part de la direction départementale des finances publiques dans le cadre de l'étude de soutenabilité budgétaire rendue obligatoire depuis l'ordonnance.
Eh bien, merci Louis Gonzague pour cet échange très enrichissant et très éclairant sur la pratique des PPP aujourd'hui. Merci Justine.